Mariam Emin et Catherine Denise. Donc, Catherine, vous faites de la calligraphie. Calligraphie chinoise. Calligraphie chinoise. Et Mariam Emin, vous utilisez beaucoup la gravure. Voilà. Donc, première question, Catherine Denis, qu'est-ce que vous avez voulu représenter à travers vos œuvres? Je pense que j'ai voulu montrer peut-être des traces du temps que l'on vit pour écrire peut-être au début un caractère, parce que je suis partie des caractères chinois. C'est vrai, j'ai fait des études de chinois qui m'ont amené à la calligraphie chinoise. Et donc, quand on apprend à écrire au pinceau, et on prend le temps de vivre chaque trait, de vivre les traits les uns après les autres, de vivre les caractères les uns après les autres pour construire une œuvre. D'accord ? Et donc, je pense que c'est cette notion de vécu du temps qui m'importe. Et quand je quitte le caractère chinois pour le bousculer un petit peu, le renverser ou vraiment m'en éloigner, pour arriver juste au simple trait, mais c'est encore cette notion de temps qui m'importe. Et la notion de temps, elle est rythmée, Madia aime beaucoup dire cette expression, mais je vais le dire à sa place, elle est rythmée par la notion d'attaque, de développement et de conclusion. On attaque un trait, on développe un trait, on conclut un trait. On a ces trois temps. Et ces trois temps peuvent être vraiment comparés au temps de la vie, à savoir la naissance, la vie qui amène le développement de la personnalité, vers la mort, troisième temps. Et la mort est censée réengendrer la vie, selon ce qu'on croit. Hein. Très bien. Et donc, vous, mes mains, qu'avez-vous voulu représenter à travers vos œuvres? Alors, représenter, j'ai cessé de représenter. Alors, je me définis. Alors, pourquoi je me définis comme graveur? C'est que j'utilise ma presse à gravure pour faire les choses. Tout passe par le fait d'être imprimé. Mais j'ai une pensée de peintre. Et donc, je travaille la couleur. Et ça, c'est très important. Et ça vient peut-être de... Quand j'étais aux Beaux-Arts, on a choisi un atelier. Moi, j'avais choisi peinture. Alors, c'est peinture, sculpture, art déco, voilà. Et on avait aussi une complémentaire à choisir. Donc, le prof de peinture était un fou amoureux de la gravure. Donc, c'était vite trouvé. Et puis, il se trouve qu'il y a des caractères comme ça, où ce qu'on me dit de faire, on me dit de faire la peinture, mais j'avais très peur de la peinture. Ça me faisait très peur, parce que c'est beaucoup en matière, on voit les coups de pinceau, c'est très, je veux dire, expressionniste ou exhibitionniste. On montre le geste sur la toile, la matière, et tout ça, ça me faisait très peur. J'avais envie de l'éliminer. Et quand on imprime, l'œuvre passe entre deux rouleaux, et donc il n'est plus question de matière, il n'est plus question de quoi? De gestes. De gestes. Et je me suis centrée les dernières années sur seulement la couleur, des grands monochromes, et qu'on ait une immersion dans la peinture, que ce soit de l'ordre de la méditation et non pas de la représentation. Très bien. Donc ensuite, vous avez plus ou moins déjà répondu à la question, mais comment avez-vous découvert l'art de la calligraphie? Alors moi, je l'ai découvert par l'étude du chinois, c'est vrai, mais lorsque je suis allée à Taïwan la première fois pour améliorer mon chinois, c'est là où j'ai découvert la calligraphie la première fois, par un voisin qui était un personnage âgé, qui écrivait. Je trouvais ça très beau, mais ça me paraissait vraiment très loin. Ça me paraissait vraiment inaccessible. Et ce sont des amis français qui me disaient, mais prends le pinceau, je t'assure, ça va te plaire, ça va te toucher, il y a quelque chose qui va te toucher. Et moi, ça me paraissait vraiment impossible. Et je leur disais, non, ça c'est trop exotique, c'est inintéressant, on n'y arrivera jamais, non. Et puis quand même, il me restait 2 mois à vivre encore là-bas, et c'est
dans le vécu de ces 2 derniers mois que j'ai pris le pinceau. Et ça a été immédiat, ça c'est vrai, ça a été vraiment immédiat. Qu'est-ce qui a été immédiat? Quelque chose que je retrouvais, qui m'appartenait, que j'avais en moi qui m'appartenait, mais que je n'avais pas encore révélé et que la calligraphie chinoise allait pouvoir révéler, ça c'est vrai. Mais ce n'était pas pour devenir calligraphe chinois, ça c'était pas un objectif du tout. Du tout, du tout. Très bien. Et donc vous avez déjà présenté, mais plus en détail, comment est-ce que vous avez découvert l'art de la gravure proprement? Donc j'ai travaillé avec mon professeur et ce qui devait être une complémentaire à la peinture est devenu ma raison principale de m'exprimer, et à savoir que quand on fait les choses, ça sort d'une machine. Une presse à gravure, il y a 2 gros rouleaux, et puis l'épreuve passe au milieu. Donc on soulève le large et on découvre, un peu comme le photographe découvre ce qu'il avait plus ou moins prévu, parce que l'œil devance aussi, je crois, pour un photographe, l'œil devance ce qu'on va voir. On dit tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un arbre ou des fleurs en premier plan. On découvre toujours quelque chose. Bon, je m'éloigne, mais donc, et puis c'est toujours inversé aussi. Et quoi? Je me sers d'encre typographique, donc qui sont pas pareilles. Mais tu as gravé à une époque, parce que moi j'ai quelque chose de toi qui est gravé. Oui, qui est de l'ordre un peu de l'illustration, de l'ordre du livre. Ah oui, et ce professeur-là, d'habitude tout est en noir. Et la gravure sert d'accompagnement dans un livre, par exemple, d'accompagnement d'un texte. C'est de l'illustration. Et il disait, oui, on avait commencé aussi à travailler soit en couleur, alors que tout est... La tradition de la gravure, c'est de l'encre typographique noire. Et donc on commençait avec de la couleur, on allait toujours aux limites de la presse, aux limites du papier. Et il disait, vous avez tort de travailler comme ça, la gravure ou l'imprimé ne concurrencera ou ne peut pas concurrencer la peinture. Et moi je me disais, pourquoi l'imprimé, qui me semblait une technologie moderne, une technologie de notre temps, plutôt qu'un châssis, pourquoi ça ne concurrencerait pas la peinture? Et puis il disait aussi, de toute façon, oui, la gravure, c'est un art qui se regarde les bras pliés. Et quand on dit les bras pliés, c'est le livre. Et j'ai toujours conservé ces 2 choses. Pourquoi ça ne pouvait pas pourquoi ça ne pouvait pas concurrencer la peinture? On peut toujours essayer. et définir de regarder les choses avec les bras pliés, ça définit le livre. Et j'ai toujours gardé les 2. Et je fais beaucoup de livres avec des poètes, avec des écrivains. Voilà. Et une autre chose, c'est que quand j'ai commencé à travailler donc vraiment la couleur, et que la couleur, pour la lumière, la matérialité de la peinture, mais sans le geste. Et très vite, j'ai pas voulu représenter quoi que ce soit. Oui, quand on fait une exposition, on fait des choix, on encadre, on plante un clou et on fait le tour des murs. Et ça m'énervait beaucoup aussi. Ça m'énervait de ne pas considérer un lieu est particulier parce qu'il y a la lumière qui vient de là ou qui est zénitale. Donc je me suis mise à regarder les lieux et qu'on se promène dans la couleur, qu'on se promène dans les œuvres plutôt que de suivre les murs. Voilà. Et ça a été un peu un peu une découverte, voilà,
de changer un lieu et puis d'habiter un lieu, d'avoir à habiter un lieu. Merci beaucoup. À vivre un lieu, pas à habiter. À vivre. Donc, Catherine Denis, est-ce que vous pouvez nous parler de toutes vos influences dans le milieu de l'art, si vous en avez eu? Oui, il y a sûrement il y a toujours des influences, je crois. Hein. On n'est pas comme ça, on n'arrive pas comme ça avec son propre corpus de choses à dire. Il y a des choses qui viennent d'ailleurs. C'est évident que la qualité du trait, pour moi, elle vient de calligraphes chinois que j'ai vus, que j'ai connus, ou que j'ai étudié, surtout, et que je continue toujours à étudier, ça c'est évident. De personnages en chair et en os, il n'y a pas vraiment d'influence, mais je crois que j'ai souvent dit que je me situais dans la lignée de gens comme De Gotex, Jean de Gotex, d'Autremont, le belge poète d'Autremont qui adorait le pinceau chinois et qui écrivait des poèmes spontanément avec son pinceau et son encre, sans comprendre rien du tout à la calligraphie chinoise, et en écrivant en belge, en français. Et quand un poème lui plaisait, quand ce qu'il voyait de ce qu'il avait écrit lui plaisait, il le gardait, sinon il le jetait. Et il réécrivait un autre poème. Ça, je trouvais ça fascinant. Donc voilà, là, c'est vrai que je me sens dans cette famille, quoi. Mais je ne pense pas avoir reçu d'influence précise de certaines personnes. C'est la musique aussi qui, pour moi, est très importante. C'est vrai que le vécu que j'ai du pinceau chinois, il est totalement musical. C'est-à-dire que la première fois, quand je vous racontais à l'instant que à Taïwan, quand j'ai pris le pinceau, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était la musique. C'est-à-dire que la façon dont on pose le pinceau, pour moi, c'est exactement la façon dont on pose ses mains sur le clavier du piano, ou la façon également dont on pose sa voix quand on chante. Là, ça, c'était incroyablement proche. Et ça me plaisait beaucoup, cet oxymore qui est de la musique. La calligraphie est une musique qui se voit. Une musique qui se voit. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et les Chinois l'ont très très peu développé, cette notion. Elle est sous-jacente, mais ils ne l'ont pas considérée comme un élément fort de la calligraphie chinoise. Ils ont parlé de la danse. Oui, tu parlais de mon père, mais mon père était professeur de musique, ma mère l'accompagnait dans ses cours également, donc j'ai baigné là-dedans, c'est vrai, toute mon enfance, adolescence, et même dans le ventre de ma maman, j'entendais chanter, quoi, ça c'est clair. Donc voilà, tout ça, oui, ça ce sont des influences. Après, dire que j'ai été influencée par telle ou telle personne, mais peut-être d'autres personnes peuvent le dire, mais moi je ne peux pas dire « Ah oui, j'ai vu telle exposition et ça m'a amené à telle expression ». Non, c'est évident que les sources sont calligraphie chinoise et musique. Ça, c'est vrai. Donc, vous, Maya, quelles sont vos influences, si vous en avez? Alors, moi je me rappelle qu'adolescente, Van Gogh, des gens comme ça qui avaient une peinture très forte, mais très forte aussi, douloureusement forte. Ça m'impressionnait, je les ai beaucoup copiés. Matisse qui découpait dans la couleur, et puis après, voilà, les peintres américains, Rothko, j'ai failli tomber évanouie dans une exposition. Oui, là, il y a sûrement quelque chose. Oui. Mais vraiment, hein, ça arrive peu de fois dans sa vie où j'ai vu une exposition de Rothko, c'était en 1994, je crois, où là, parce que je vois le livre derrière, j'avais vu des peintures de Rothko qui se imprimaient, évidemment, mais je ne m'attendais pas à ce qu'une peinture flambe. Voilà. Et on voit la peinture qui flambe. Il y a des surfaces et puis des floutages. Et alors là, la matière, oui, vibre, mais je ne m'attendais pas à ce que la peinture flambe. Je n'ai pas d'autre mot. Et le rapport des couleurs, sinon le rapport, comment deux couleurs se rencontrent. Voilà. Chez Rothko, ça a dû te marquer, ça? Voilà, beaucoup. Alors il y a Rothko, puis qu'est-ce qu'il y a
Oh, on va citer Rothko, je crois. Rothko et Rothko. Et Rothko. Ou par exemple la peinture italienne au musée de Rennes, où il y a, je me rappelle quand j'étais aux Beaux-Arts, le nouveau-né de la tour, où il y a la Vierge, le nouveau-né, et la servante qui cache la bougie, c'est-à-dire que la lumière est représentée presque au centre du tableau et irradie. Et c'est vrai que je cherche beaucoup à un peu comme représenter, oui, la lumière, ou qu'une lumière vienne de la matérialité de la peinture. Voilà. Très bien, merci. Donc on va maintenant vous demander à chacune de nous parler un peu plus précisément d'une œuvre. Donc on a regardé dans l'exposition et on a choisi 2 œuvres. Alors pas forcément les plus... on ne sait pas ce que vous en pensez de ces œuvres-là, mais nous en tout cas c'est ces 2 œuvres dont on a voulu vous parler. Donc d'abord Partition calligraphique, l'œuvre avec les papiers de journaux et notamment les publicités qui sont barrées comme des trottoirs. Oui. Donc voilà, donc on a voulu vous demander plus précisément qu'est-ce que vous avez voulu représenter dans cette œuvre-là. Alors, la notion de représentation, elle n'est pas aussi, comment dirais-je, directe que ce que vous dites là, vous voyez. C'est-à-dire que je pense que quand on travaille en tant qu'artiste, je ne sais pas si on cherche immédiatement à représenter quelque chose, on cherche à dire quelque chose. C'est pas forcément de la représentation, c'est de dire. Votre choix, là, il est quand même, je trouve, très pertinent, parce que ce travail-là, je l'ai commencé au tout début de ma pratique artistique, et même de ma pratique calligraphique, parce qu'initialement, c'est un exercice de base de la calligraphie chinoise. De la même façon qu'un instrumentiste va faire ses gammes, eh bien, quelqu'un au pinceau, dans la pratique de la calligraphie chinoise, va faire également ses gammes en jouant comme ça, jouant entre guillemets, parce que ça devient en effet après comme un jeu, mais en vivant comme ça de simples traits qui reposent quand même sur une technique, et c'est cet exercice-là qui permet de maîtriser cette technique. De la pointe rentrée à la table, de la pointe centrée dans le développement, de la pointe rentrée à la conclusion. D'accord ? Faire ça immédiatement sur le papier chinois, initialement, je trouvais ça un petit peu stupide parce que le papier chinois coûte très cher en France. Et donc on le fait tout simplement sur papier journal. Et progressivement, je me suis rendu compte, même très vite, qu'il y avait des choses qui apparaissaient de ce papier journal recouvert de verticalité répétée. Et c'est ce qui m'a plu, laisser ces choses remonter à la surface. Donc j'ai commencé à les collectionner, c'est ce que j'appelle ces gammes. Et ces gammes multipliées par 10, par 20 et après par 100 et par 200 et 300 et beaucoup plus vont être le matériau pour constituer des œuvres plus ou moins grandes. Donc là, vous les avez par 16. Elles ont existé à Shanghai par 24, mais ça, j'ai pas pu le ramener parce que c'était trop grand. Elles existent également individuellement. Et je me suis quand même rendu compte, dans le choix du papier que je faisais, là, ce sont des feuilles du Courrier International, un journal que j'aime beaucoup, dans sa version éditoriale précédente, pas l'actuelle. À cette époque-là, vraiment, il y avait les maquettistes faisaient un travail magnifique, et le fait de répéter ces gammes me permettait donc de faire apparaître des choses, et dans ces choses, il y avait du lettrisme, des lettres, des mots, et puis également des flashs de couleurs. Donc c'est une façon pour moi de faire, d'amorcer également la couleur, mais pas directement parce que je ne suis pas peintre. Ça, je ne sais absolument pas prendre le pinceau, poser de la couleur. Ça, je ne sais pas faire. Et ce travail, moi, je continue à le pratiquer parce qu'il me permet de montrer quelque chose qui est tout à fait dans ma démarche et qu'on pourrait appeler de l'exercice à l'œuvre. C'est un jeu de mots, en fait. C'est vraiment de l'exercice à l'œuvre, mais c'est également mettre l'exercice à l'œuvre dans le processus même qu'il est. Voilà. Très bien. Et donc, pour le travail de gravure, on a choisi le travail au centre de la pièce là-bas, donc la route de la soie. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce projet artistique? Voilà, alors j'ai dit tout de suite avec Catherine, on a visité les lieux et on a su très vite que là, non, est-ce qu'il faut dire tout de suite, l'objectif c'est que
On a rencontré Jean-Luc Tamlier, qui est professeur au conservatoire de guitare et de luth. Et j'avais fait un travail avec le conservatoire et il a souhaité travailler avec nous sur le fait d'improviser dans une œuvre exposée, et où d'écrire, qu'on lui écrive des partitions qui soient lues pour une improvisation musicale. Enfin, une improvisation, là ils vont en faire une, mais ils ont beaucoup travaillé. Mais Maya, c'est la route de la soie. Oui, mais donc on a très vite décidé, je disais que j'avais fui les murs pour mettre au milieu et que le spectateur se promène dans la couleur. Et donc très vite, on a dit qu'il y avait deux lieux, un qui serait constituant de la musique et l'autre lieu qui serait le silence. Le silence avec des grandes œuvres de couleurs qui se posent, où on se promène dans la couleur. Et Catherine, savait ou ne savait pas, ce qui contrebalancerait le poids de la couleur. Voilà. Et donc ça s'est constitué comme ça. Mais autrement, donc un lieu, si on peut dire, du bruit, où serait composée la musique, la lecture d'une musique, des œuvres, et un lieu où ce sont nos œuvres qui priment et c'est le lieu du silence. Bon. Oui, pourquoi la route de la soie? Je crois que c'est ça votre Voilà. question. Hein. C'est pourquoi c'est la série. Alors la route de la soie. Pourquoi tu as pensé à faire des grands rouleaux comme ça de couleurs? C'est vrai que c'est très frappant, très étonnant. Oui, mais les rouleaux de couleurs, je crois avoir défini l'influence de Rothko, et puis qu'on se promène dans la couleur. Bon, ça c'est une chose. Et puis, et de fuir les murs. Alors là, c'est cette salle. Et puis, j'ai parlé de peinture méditative, mais je pense que soit elles peuvent être regardées de manière unique, soit dans la totalité. Parce qu'il y a, je n'ai que les trois couleurs. Pour travailler, je n'ai que les trois couleurs primaires. Rouge, jaune, bleu. Si je veux un vert, il faut que je fasse un passage de jaune, un passage de bleu. Si je veux un orange, c'est un passage de rouge, un passage de jaune d'abord et de rouge après. Et ça fait l'orange. Donc je constitue systématiquement l'arc-en-ciel. Et on se promène dedans. C'est ça. Et alors la route de la soie, ça fait référence, oui, à chaque fois on me renvoie soit des soieries indiennes, soit les temples. Il se trouve que j'ai vécu 5 ans au Cambodge, que je suis pénétrée, partagée en deux, entre une culture d'Asie, le temple d'Asie, c'est vrai. Et puis, sans être asiatique, hein? Non. Mais depuis que je suis petite, on m'a traité chinois. Donc, je suis allée retrouver en Asie des origines qu'on me donnait. Voilà. Dans le sud, on est tous un peu mélangés et c'est tant mieux. Merci. Et donc, pour terminer notre interview, on va poser la même question à toutes les deux, ce qui est moins en rapport avec l'exposition, mais est-ce que, Catherine Denis, vous pourriez nous donner un conseil culturel, donc un livre, une chanson, un film à voir, un lieu, une exposition, quelque chose qui vous a plu dans le monde de la culture? Oh là là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses quand même. Bon, récemment, ça peut être un vieux film, un vieux livre, n'importe quoi. Moi, il y a un livre que je recommanderais à bien des gens pour comprendre l'art de la calligraphie chinoise. C'est le livre de Jean-François Bitter, qui
s'appelle Art chinois de l'écriture. C'est le seul livre que l'on ait actuellement en français et qui parle bien de la calligraphie chinoise parce que il a su, Jean-François Pilter. Jean-François Pilter, c'est un professeur de philo en Suisse, à Genève. Il est à la retraite maintenant, mais il a été professeur de philo, professeur de chinois également. Il a pratiqué un petit peu la calligraphie, il pratiquait un petit peu la cithare chinoise, il a fait beaucoup de choses, de vécu de la culture chinoise. Et quand il parle de cette culture, il en parle, on sent vraiment du vécu derrière. C'est pas qu'une réflexion intellectuelle, c'est également du vécu. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens à comprendre cette pratique. Voilà. Et vous, Miami Man, un conseil culturel? Alors, pour mon travail, moi je pense tout de suite à L'homme qui marchait dans la couleur de Didi Imberman et qui décrit l'œuvre d'un peintre, James Turrell, qui travaille dans la couleur, mais plus par la lumière. C'est que quand on rentre dans les œuvres de James Turrell, il y a une immersion, mais dans la lumière. Il y a un travail sur la lumière, et lui, il analyse l'œuvre de ce peintre en disant qu'on a la même expérience quand on rentre dans une cathédrale, on rentre dans ces sombres, puis après on s'habitue, puis il y a une lumière qui vient des vitraux, puis les vitraux qui se reflètent sur le sol, puis des mosaïques, et qu'il y a une marche jusqu'à l'autel, on est conduit comme ça, dans une spiritualité, mais qui pense ça? C'est plutôt dans une lumière, qu'il y a toujours la musique, la mosaïque, ou les vitraux, ou l'or de l'autel, des dorures, et qui font qu'on est conduit. Et puis voilà, et tout ce qu'il dit sur la peinture, c'est beau à tomber par terre. Ça, autrement Rothko, autrement dans les films. J'ai vu un très très beau film récemment, c'est Poesia sin fin. Et c'est de Jodorowsky. Et c'est sur la poésie, sur c'est un Chilien. Ça t'intéressera, ça t'intéresse au cinéma. Un poète chilien qui dit à ses parents qu'il veut être poète. Ses parents lui disent non, poète, tu seras homosexuel, je ne veux pas. Voilà, que des bêtises. Et puis après il rencontre le mouvement surréaliste. Enfin bon, c'est tout un souffle. Il y a des montages un peu à la Méliès avec des photos anciennes. Il est au Chili, il retrouve le lieu où il a vécu. Donc il y a une espèce de montage, mais gros comme un camion, de photos et puis de réels, avec des voitures qui passent. C'est d'un humour, ça traite de la poésie, de la création, de la couleur. Ah oui, il a une mère, un père psychorigide, et puis une mère qui ne sait pas parler qu'en chantant, mais comme une chanteuse lyrique, c'est époustouflant. Maya, il faut conclure. Déjà. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci à vous. À vous. Merci d'avoir bien voulu nous accorder cette interview.